Un grand merci à toutes celles et ceux qui m'offrent ce café sur Tipeee chaque mois. Alors c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi c'est déjà pas mal et ça veut aussi dire que vous me soutenez, que vous aimez ce que je fais. Et cette vidéo vous est dédiée particulièrement. Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, et bien voilà, je suis toujours et encore content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et vidéo très particulière encore, parce que ce lieu aujourd'hui où je me trouve, c'est un lieu très mythique. Vous avez déjà vu les images à la télévision dans le fameux film Indiana Jones, La Dernière Croisade. Vous avez déjà vu, pour ceux qui n'ont pas vu le film, peut-être des photos de ce temple dans la pierre, creusé dans la pierre, la fameuse Petra de Jordanie. Voilà, je suis en Jordanie, si vous n'avez pas suivi la première vidéo. Cette seconde est dédiée à Petra. Et je dois dire que je suis très ému d'être là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu hier avec le groupe de voyageurs qui m'accompagne. Aujourd'hui était une journée dédiée à une randonnée près de la vallée du Sacrifice. Et j'ai décidé ce matin de revenir parce qu'il y avait tellement de choses à voir, tellement de choses à dire que je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps et de faire des plans vidéo et en même temps m'intéresser de plus près à la pierre, à ce qui s'y passe et vous raconter un peu l'histoire de ce lieu. Donc j'ai décidé de revenir tout seul et passer la journée pour vous parler de Petra. Voilà. Alors là j'ai de la chance, il est 9h48, vous voyez derrière moi le canyon assez étroit qui mène à l'entrée de Petra. Donc pour ceux qui ont vu le film Indiana Jones, il y a cette histoire du fameux canyon de Croissant de Lune. Alors c'est pas un canyon en Croissant de Lune, bien entendu. C'est un canyon qui a été, on va dire, qui est naturel, créé par l'érosion, par l'eau et qui avait été investi dans les anciens temps par plusieurs peuples, notamment les Édomites et les Nabatéens. Alors, je vais être tout le long un peu embêté, si je puis dire, par les Bédouins qui vont essayer de me vendre des breloques, comme c'était le cas hier. Mais bon, je vais essayer de faire mieux cette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo particulière parce qu'elle risque d'être un petit peu longue. Je vais vous emmener sur tous les lieux de ce site de Petra. Petra, c'est pas qu'une façade dans une montagne de grès, cette couleur rose, parce que Petra est appelée aussi la cité rose. Petra, en fait, c'est un ensemble d'habitats de troglodytes et donc de style nabatéen, comme je l'ai dit, et édomite. Mais cette cité est particulièrement connue pour son fameux temple, qui est le temple de Kasneh. Voilà. Mais le vrai nom en réalité de ce fameux temple, peu de personnes le connaissent, c'est le temple de Rekem. Alors je ne sais pas si je le dis bien, j'ai pris quelques notes, oui c'est ça, c'est Rekem. Alors me demandez pas l'orthographe, c'est notre guide Mounir que je salue au passage qui nous a bien briefé sur l'histoire de ce lieu. Et c'est vrai que par rapport aux informations qu'on trouve sur Wikipédia, eh bien les informations de notre guide sont précieuses et surtout très complémentaires. Donc je vais essayer de restituer au mieux tout ce qu'il nous a conté ces derniers jours pour vous donner de l'information qu'on ne va pas forcément trouver sur internet. Voilà. Donc là je me trouve dans ce fameux canyon. Alors canyon qui peut s'avérer dangereux pendant les périodes de crue parce que quand il y a des grosses pluies, eh bien ce canyon se remplit très rapidement d'eau. Et il y a eu visiblement en 1963, si je ne dis pas de bêtises, un accident. Des personnes se sont noyées, il y a 24 personnes qui sont mortes. Et apparemment en 2018, il y a un groupe de touristes aussi qui est mort en novembre, une dizaine je crois, donc à cause d'une crue soudaine. Voilà, ils sont morts noyés. Alors c'est très rare, je pense peut-être que c'était des touristes qui se sont aventurés alors qu'il y avait un risque de crue, ça pleuvait trop fort.
Et les meilleures périodes pour partir en Jordanie, eh bien, c'est entre, si je dis pas de bêtises, juillet et octobre. Voilà, vous me reprendrez si j'ai des bêtises, je rectifierai en bas au cas où. Voilà, donc là j'arrive à la fin de ce canyon. Vous voyez, ce canyon qui fait 1,5 ou 2 km de long, eh bien, on tombe sur la fameuse cité, le fameux temple de Kazne que tout le monde connaît sous l'appellation de Petra. Quand on arrive ici, on est juste abasourdi. C'est sublime, même si on a vu des photos, même si on l'a vu dans des films, c'est un spectacle qui est juste incroyable, qui est époustouflant. Et pourtant, je vous assure les amis, j'en ai vu des merveilles du monde, puisque ce monument est classé sur la liste déjà du patrimoine de l'UNESCO et donc classé monument historique, une des plus grandes merveilles du monde. Et j'en ai vu, et je peux vous dire que même si je m'attendais à ne pas être étonné plus que ça, je me dis oui Petra ça va être chouette et tout, il n'empêche qu'il y a le côté émotionnel qui prend le dessus quand on arrive là et c'est une claque dans la figure, honnêtement c'est assez exceptionnel. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que on va faire la balade à Petra, on va se balader et je vais garder le meilleur pour la fin, je vais garder le temple de Petra pour la fin et on va faire on va dire un court passage vidéo sur ce temple, d'accord ? Donc avant d'en parler de Petra justement et de revenir dessus plus tard, on va parler un petit peu de ce lieu. Donc ce lieu, on est entre Aqaba et la mer Morte. On est environ à 1000 mètres d'altitude et donc cette cité, dit la cité rose, est un ensemble de constructions troglodytes, donc creusées dans une montagne, un peu comme on trouve à Derinkuyu en Turquie, en Cappadoce, par soi-disant un peuple originaire d'Arabie Saoudite, les Nabatéens. Alors on va en reparler des Nabatéens parce que dans la précédente vidéo j'avais quand même des petites choses à en dire. J'étais pas très confiant dans les dires officiels sur ce peuple, mais ce qui se passe c'est que ces Nabatéens qui étaient des bédouins nomades ont réussi une telle prouesse et ça paraît un petit peu étrange par rapport à leur culture et leurs influences, puisque ce temple Petra est, on va dire, de style et d'influence grecque, je dis bien grecque et pas gréco-romaine, et on se demande comment des Nabatéens qui étaient donc ces fameux bédouins nomades venus d'Arabie ont pu construire et édifier avec une telle précision et une telle, on va dire, grandiosité si je puis dire, un tel temple avec les références qu'ils avaient et les outils qu'ils avaient. Donc ça c'est une autre histoire, je vais y revenir dessus tout à l'heure. En attendant, on va commencer la visite, on va se balader dans Petra et je vous revois tout de suite après.
Voilà les friends, enfin un peu posé après une belle matinée de balade sur Petra. Je vais vous en dire un petit peu plus sur ce lieu. Donc pour l'histoire officielle, d'accord, on va parler de l'histoire officielle, après on va revenir sur des détails qui sont un petit peu dissonants par rapport à ce qu'on peut voir sur Petra. Officiellement, ce lieu a été investi par les Édomites en 700 avant Jésus-Christ, qui ont creusé un certain nombre de cavités dans le grès, puisque c'est du grès et non du tuf comme on peut trouver en Turquie. Et donc ça a été investi par ce peuple d'Édomites. Ce qu'on sait, c'est qu'en 600 avant Jésus-Christ, ensuite sont arrivés les Nabatéens, ces fameux peuples nomades bédouins qui venaient d'Arabie Saoudite, dont on peut retrouver d'ailleurs des constructions dans certains déserts d'Arabie, qui sont exactement similaires à ce qu'on peut voir ici sur ce site. Du coup, c'est logique, c'est cohérent, jusqu'ici il n'y a pas de problème. Le seul petit truc, c'est qu'on attribue l'ensemble de ces constructions, on va dire, aux Nabatéens. Voilà, les Édomites, on sait qu'ils ont investi ce lieu. D'ailleurs, comme d'autres peuplades après qui sont venus, puisqu'il n'y a pas que les Nabatéens et les Édomites qui sont venus sur Petra, il y a également, si je ne dis pas de bêtises, les Babyloniens, il y a eu les Romains après, il y a eu énormément de peuples qui se sont succédés ici, et du coup chaque peuple a fait une sorte de réemploi de ce site, un peu comme c'est le cas dans pas mal d'autres pays, et a apporté un petit peu sa touche culturelle, architecturale sur certaines façades de temples. On voit bien quand on est ici à Petra qu'il y a concrètement deux styles qui sont très dissonants. Mais par contre, un des deux styles essaye de copier l'autre. Alors, lequel, de quelle peuplade, c'est difficile à dire puisque même les historiens et les archéologues ici essayent de retracer l'histoire de la Jordanie avec les éléments qu'ils peuvent trouver, essayent de reconstituer les pièces du puzzle, mais c'est pas simple. On est obligé on va dire, de faire des projections, de s'avancer, d'élaborer des hypothèses, mais elles ne sont pas concrètement et réellement fondées. D'accord ? Donc on parle toujours en termes d'hypothèses ici, même pour l'histoire officielle. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont un peu dissonantes entre ce qu'on peut voir ici et dans d'autres pays. Je vais y venir un peu plus loin. Donc là, je vous ai dit, les Nabatéens sont arrivés en 600 avant Jésus-Christ après, et c'est à eux qu'on attribue justement l'ensemble des constructions de ce site. Pourquoi ? Parce que les Nabatéens, ces nomades du désert, étaient spécialisés dans la construction, dans la roche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Petra, dans les anciens temps, n'a pas toujours été tel que vous pouvez la voir derrière moi. Ça n'a pas toujours été un plateau aride, semi-désertique. C'était un lieu où il y avait énormément de verdure parce qu'il y avait beaucoup plus d'eau. D'ailleurs, Petra, la localisation très stratégique de sa construction est principalement due justement au fait que l'approvisionnement en eau était facilité par sa localisation géographique. Donc, vous avez vu ce canyon dans lequel on arrive, qui fait 1,5 km, eh bien ce canyon ruisselait d'eau, était rempli d'eau durant les périodes de crue. Et les Nabatéens, ou les Édomites, puisque les deux, on va dire, ces deux peuplades se sont chevauchés à cette époque, eh bien, avaient creusé des rigoles, des gouttières un peu partout qui permettaient justement la récupération des eaux de pluie. Et c'est ce qui faisait que cette cité était fonctionnelle, indépendante et complètement fertile, puisque il y a derrière moi, comme vous pouvez le voir, l'ancien lit d'une rivière qui traversait Petra et qui est aujourd'hui asséchée. Et ici, on avait énormément de cultures à Petra. On avait de l'orge, on avait du blé, on avait des vignes, on avait des arbres fruitiers, il y avait des minéraux, il y avait de l'huile aussi, il y avait des olives. Voilà, des tas de choses qui faisaient que il y avait énormément de caravanes qui venaient ici, qui s'approvisionnaient. Alors quand on vous parle de caravanes, on parle bien de caravanes de plusieurs centaines de chameaux, comme disait notre guide, et parfois on était environ sur des caravanes de 1000 chameaux qui étaient gardés et sécurisés par une quarantaine, une cinquantaine, des fois voire une centaine de gardes nabatéens, de militaires nabatéens, si on peut dire ça comme ça, de guerriers qui étaient chargés de la protection et de la sécurité de ces longues caravanes. Voilà, les Nabatéens vivaient de ce commerce. Et apparemment, beaucoup de cultures étaient faites en terrasse. Donc imaginez qu'ici, eh bien, c'était verdoyant. C'était pas que du désert, c'était pas que de la pierre ni du sable, c'était verdoyant. Et si on s'imagine comment ça pouvait être, eh bien, on peut se douter que c'était un petit paradis sur terre. Et on comprend pourquoi les Romains, et notamment l'empereur Trajan, a voulu mettre la main sur Petra. Tant les richesses étaient importantes et tant la localisation de ce lieu stratégiquement optimale pour le commerce, pour les Romains.
Plus tard, les Romains ont investi ce lieu, mais avant de l'investir, ils ont touché les Nabatéens là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Voilà, les Romains étaient très jaloux et avaient envie de mettre la main sur les richesses des Nabatéens, sur ce fameux commerce de denrées. Et pour cela, eh bien, les Romains ont établi une autre route qui ne passait plus cette fois par Pétra, du moins dans la vallée à côté, et ont délocalisé ce passage commercial, cette route commerciale, ce qui fait que les Nabatéens se sont retrouvés sans acheteurs, et c'est ce qui fait que les Nabatéens se sont progressivement, eh bien, on va dire, financièrement effondrés, et une fois qu'ils étaient affaiblis, eh bien, l'Empire romain a pu mettre la main sur Pétra et sur les richesses des Nabatéens, et ça a été apparemment un massacre. Voilà. Bon, il n'y a pas que des Romains qui sont passés ici, il y a aussi des croisés, il y a aussi des Templiers. Voilà, ça a été vraiment un passage d'énormément de peuplades, de civilisations. On parle d'une histoire qui s'étend de moins 2000 jusqu'à plus 1200 après Jésus-Christ. Donc vous doutez bien qu'en 3000 ans, il s'est passé énormément de choses ici. On a une richesse, une diversité dans l'architecture qui est assez on va dire particulière. Je vous donne un exemple. Preuve en est de ce temple que vous voyez derrière moi. C'est un temple de facture nabatéenne mais de style égyptien. De style égyptien. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire de temple égyptien en plein désert de Pétra? Alors l'histoire, d'après notre guide, donc ce temple est appelé le Grand Temple, et parmi tous les éléments que vous voyez sur le site, eh bien c'est la seule structure qui est restée à peu près en bonne forme, qui ne s'est pas effondrée. Pourquoi? Parce qu'il y a particulièrement dans ce temple que vous voyez derrière moi, des poutrelles de bois, des structures de bois qui consolident et qui maintiennent les fondations de ce temple égyptien. Alors pourquoi un temple égyptien? Eh bien tout simplement parce que l'histoire raconte qu'il y a eu ici autrefois la fille d'un pharaon. Alors on ne connaît pas le nom de ce pharaon. Si vous le connaissez, vous pouvez le mettre dans les commentaires, mais j'ai demandé au guide et il n'a pas su me dire quel était le nom de cette princesse, cette fille de pharaon, ni même le nom du pharaon, ni même le nom de ce temple. Voilà, il est appelé le Grand Temple, tout simplement parce que c'est un grand temple et que c'est le nom que les locaux lui ont donné. Eh bien, cette histoire dit que la fille du pharaon aurait promis de se marier et épouser la personne, l'homme qui allait lui construire un temple digne de son rang. Et du coup, beaucoup d'hommes se sont essayés, beaucoup ont échoué. Et au final, je crois qu'il restait 2 hommes, 2 prétendants. Et ne sachant pas lequel choisir, eh bien, cette princesse de Pharaon, eh bien, se serait soi-disant suicidée. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre l'histoire qu'une princesse se suicide parce que finalement elle ne sait pas choisir un prétendant parmi les 2 qu'il reste. Voilà. Donc il y a pas mal d'histoires comme ça qui nous sont contées ici en Jordanie et qui sont un peu étranges, surtout en rapport avec les femmes. Il y a l'histoire de Sodome et Gomorrhe avec Lot, qui était un prophète, celui qui a été averti par Dieu qu'un terrible cataclysme allait frapper Sodome et Gomorrhe. Pour vous donner un exemple, donc Lot aurait fui avec ses 2 filles, sa femme étant restée en arrière puisqu'elle se serait transformée en statue de sel en se retournant. Voilà, on reviendra sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe plus tard. Et l'histoire que nous dit notre guide, c'est que Lot va être violé par ses 2 filles, violé dans son sommeil, on ne sait pas comment. Hein. Enfin, ces filles vont enfanter donc de descendants. Bon, on est dans une histoire un peu de consanguinité. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que l'histoire officielle nous raconte que ce sont les 2 filles du père qui ont violé le père. Voilà, c'est un petit peu étrange, voilà, ce genre d'histoire. Mais c'est souvent des histoires qui sont, je dirais pas déformées, mais on a l'impression que quelque part, l'histoire a été un peu arrangée au niveau du mythe et des légendes. Bon, je ferme la parenthèse sur cette histoire pour vous dire qu'ici, on trouve énormément de diversité en termes de construction. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 styles qui sont très dissonants. On a un style qui calque un autre et on a un style qui, lui, est, on va dire, approche la perfection. C'est le style du temple de Kasneh qui est aussi appelé le trésor, ce fameux temple de Pétra.
On va parler maintenant du temple de Quesnay. Ce qu'on sait, c'est que c'était un tombeau. Alors, est-ce qu'on a retrouvé le corps à l'intérieur d'un roi ou d'un empereur? Je ne pense pas. Je n'en ai pas eu connaissance. Mais en tous les cas, on présume que c'était un tombeau, comme la plupart des temples qui ont été calqués sur le fameux trésor et qu'on retrouve un peu partout sur ce site archéologique. Ce qui est très troublant avec ce fameux temple, eh bien, c'est qu'il a un style complètement net, avec des finitions presque parfaites, avec des ornements, des ciselures qui sont d'une beauté qu'on ne retrouve pas partout ici sur ce site. Alors, officiellement, comme on l'a dit, ce sont les Nabatéens qui l'auraient, je dis bien qu'ils l'auraient, ça c'est mon point de vue, bâti, construit en moins 600 avant Jésus-Christ. Mais le problème avec ce fameux temple, c'est qu'on est sur un style grec. On n'est pas sur un style gréco-romain, on est sur un style grec, avec des figures, des représentations, du moins ce qu'il en reste, puisque ça a été abîmé et détruit, de divinités et de personnages propres à la mythologie grecque, dont se seraient apparemment inspirés les Nabatéens au dire des guides et des historiens. Donc, pour l'histoire officielle, les Nabatéens étaient un peuple qui commerçait avec énormément d'autres peuples dans les anciens temps. Ils auraient voyagé un peu partout sur tous les continents, et ils auraient été influencés, soi-disant ils auraient été influencés par les beautés qu'ils auraient vues durant leur voyage et leur déplacement. Et c'est ce style, on va dire, qui les aurait inspirés, notamment le style grec, qu'ils auraient intégré dans la construction de ce fameux joyau, de ce fameux trésor de Requiem. Ça, c'est ce que disent officiellement les guides. Donc les Nabatéens avaient on va dire, une religion qui était polythéiste, donc un peu comme les Grecs et comme les Romains. Donc ils avaient leur dieu, leur panthéon de dieux. Certains étaient similaires ou plutôt proches de ce qu'on pouvait trouver chez les Grecs et les Romains. Forcément, s'ils se sont inspirés de la culture des Grecs, peut-être auraient-ils aussi pris aux Grecs leur dieu. C'est l'hypothèse. Mais alors ce qui est assez étrange, c'est que ce tombeau donc, de Requiem, si vous regardez au centre, au-dessus sur le fronton, eh bien, il y a les restes d'une statue qui tient dans ses bras, ce qui ressemble à un enfant. Et officiellement, d'après le guide, eh bien, il s'agirait d'Isis. Vous m'avez bien entendu, Isis. Et là on parle des Nabatéens, c'est-à-dire que ce sont, je le répète, des Bédouins, des nomades qui dormaient dans des tentes, qui traversaient les déserts avec des chairs, etc. C'est eux qui auraient construit ce fameux temple avec, on va dire, ces références aux Grecs et égyptiennes. Alors c'est assez étonnant parce que, en plus d'avoir Isis sur le fronton, et bien sur le côté de ce temple, on trouve également des représentations, plutôt ce qui reste, d'Amazones, les Amazones. Donc on voit là ces fameuses femmes avec une sorte de hache au-dessus, il ne reste plus que la hache, on voit un peu le corps, mais ils ont complètement été détruits. Alors il y a énormément aussi d'impact de balles sur la fameuse urne que vous voyez tout en haut. Donc ça, d'après notre guide, eh bien, ce sont les Bédouins dans les anciens temps qui s'amusaient à tirer avec leurs fusils. Quand ils ont eu des fusils entre les mains, peut-être ont-ils essayé de se faire la main sur le temple de Quesnay, mais j'ai du mal à y croire, tout simplement parce que les Bédouins sont des descendants directs des Nabatéens, et j'ai du mal à croire qu'ils puissent manquer autant de respect à l'édifice, aux vestiges de leurs ancêtres. Ça paraît un peu incroyable. Voilà, donc ce que je vous dis, c'est l'histoire officielle. Donc, les Bédouins se seraient amusés à détériorer en tirant au fusil dans ce temple. Pourquoi pas? Alors, ce qui est assez troublant, comme je l'ai dit, c'est que comment se fait-il que des Bédouins nomades du désert venus d'Arabie Saoudite puissent arriver à approcher un style aussi parfait, avec une beauté aussi grandiose que ce qu'on peut voir sur ce temple? Et quand on regarde à côté, eh bien, on a d'autres cavités qui ont été creusées dans cet ensemble de Petra. Et là, on a quelque chose qui est vraiment dissonant. C'est-à-dire, on a une taille qui est grossière, on a des angles qui ne sont pas droits, on a des représentations de colonnes, on a essayé d'approcher le style du temple de Quesnay au mieux, mais on n'est pas parvenu à faire aussi bien. Et bien ça, les amis, vous pouvez regarder les images, c'est flagrant, il n'y a pas photo. On voit clairement la grossièreté de certaines parties de ce site, et quand on compare avec le temple de Quesnay, eh bien c'est, on va dire, ça saute aux yeux, naturellement. Voilà. On voit quand même que sur toute cette partie, sur tout cet endroit, eh bien c'est très net, très bien taillé. Et puis alors, jusque là, tout va bien, comme vous pouvez le voir, voilà. Et puis alors là,
on a l'impression qu'il y a une continuité, une volonté de perpétuer le style de ce qu'on voit à droite. Et là on voit que clairement les personnes qui ont taillé cette partie du temple n'avaient pas les outils et la connaissance de ceux qui ont taillé cette partie du temple. Voilà, c'est très clair, pour moi il n'y a pas photo. Vous pouvez le voir, la taille est très grossière. On a l'impression que ça a même été fait vraiment dans de la pâte à modeler. Il n'y a rien de précis, il n'y a rien de net. Alors après, vous pourrez me dire oui, mais il y a l'érosion, blablabla, etc. Bah oui, mais là, on doit avoir le même cas de figure. Alors là, c'est vraiment flagrant qu'on a vraiment quelque chose qui est nettement mieux préservé, ou alors qui a mieux été taillé, si je puis dire, avec une autre connaissance, une autre technologie. Voilà, là, ça n'a rien à voir et pourtant on est sur le même temple. Voilà, donc pour moi, est-ce que la question revient, est-ce que ce sont les Nabatéens vraiment qui sont à l'origine de certaines constructions? Oui, je pense, mais pas tout. Voilà, là on voit que peut-être il y a un style nabatéen qui a tenté de reproduire et de terminer ce qui a été commencé là. Donc ce qui nous amène à la question, c'est est-ce que ce sont réellement les Nabatéens ou plutôt d'autres peuples avant les Nabatéens qui auraient construit ou commencé à construire ce temple et qui peut-être n'auraient pas pu terminer à temps. Voilà, là je pense qu'on ne peut pas être plus clair sur ces deux styles dans la construction. Voilà, je vous remontre. Regardez. Voilà. D'autres constructions à Petra ont été bâties entre -100 et +100 et donc auraient été antérieures avant, bien entendu, le passage et l'arrivée des Romains. Et ce qui est assez étonnant, donc ça c'est l'histoire officielle, c'est que si vous regardez le site gréco-romain de Palmyre en Syrie, on se rend compte de quoi? On se rend compte que l'amphithéâtre, notamment de Palmyre, de style gréco-romain, est identique et similaire dans les ornements qu'il comporte avec le temple de Casneh. On sent que l'influence est similaire, on sent que le ciment, la base est la même. Pourtant, officiellement, l'amphithéâtre de Palmyre a été bâti en 200 ans après Jésus-Christ par les Romains. Ça voudrait dire donc que Petra, donc le temple de Casneh, Requiem, est plus ancien que les constructions de Palmyre bâties par les Romains. On peut en déduire donc, si on est logique, que les Romains auraient été tout simplement influencés par le style des Nabatéens. Ça paraît incroyable, voire peut-être improbable de s'imaginer ça. On sait que les Romains ont repris beaucoup de choses aux Grecs, ça c'est pas nouveau, les Romains ont toujours copié le style grec, mais par rapport à la fierté des Romains, se sont-ils réellement inspirés du style nabatéen qui vient bien avant leur construction de Palmyre pour bâtir donc cet amphithéâtre et ces constructions de Palmyre? Ça, c'est quelque chose qui me paraît très incroyable et très improbable entre nous. Voilà. Donc ça, c'est l'élément qui me laisse penser, et j'ai bien qui me laisse penser, j'ai pas de preuve, que le fameux temple de Casneh, ce temple Requiem, pourrait peut-être non pas être de facture nabatéenne ni édomite, mais d'origine d'une autre civilisation, pour avoir été construit bien avant l'arrivée des Nabatéens, bien avant l'arrivée des Édomites, qui se seraient établis ici et se seraient inspirés de ce style pour perpétuer, si je puis dire, ce style architectural qui a été d'une influence majeure, peut-être sans doute, sur ces anciennes peuplades. Voilà, ça c'est, on va dire, la première chose qui me vient en tête. Maintenant, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien d'officiel, bien entendu. Mais j'ai du mal à croire que les Romains se soient inspirés des Nabatéens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un truc qui ne va pas. Donc les représentations même d'Isis dans ce temple sont étonnantes pour des bédouins nomades du désert. Donc a-t-on affaire vraiment à ces bédouins? Les Nabatéens sont-ils vraiment à l'origine du temple de Casneh? Ça c'est la grande question que je me pose. Pareil, à certains endroits de Petra, on a des alcôves, des chambres creusées, des tombeaux, où on voit des sortes de traces d'outils qui n'évoquent pas du tout les outils qu'avaient ces Nabatéens à l'époque. Voilà, on est avec Mike. Mike qui est d'ailleurs dans la construction, dans le bâtiment, non? Dans la rénovation. Rénovation d'appartement. Ouais. Et qu'est-ce que tu nous as fait remarquer là sur ce mur en fait? Les lignes droites qui partent du bas vers le haut, pour moi, il faut que ce soit guidé. C'est pas possible que quelqu'un à main nue puisse faire ça. C'est là que ça me semble incohérent totalement. Et c'est même au plafond que c'est pareil en fait. C'est exactement pareil. Ouais. C'est exactement là on voit vraiment et là les lignes, tout est parallèle en fait. Et surtout, tu pars de là à là.
Mais il faut combien de temps? Il faut au moins, je sais pas combien d'années. Non. C'est incroyable. Donc en fait, ils ont creusé dans le grès. Et les outils qu'ils ont utilisés, ils ont été en ligne droite. Alors pourquoi aller en ligne droite avec, on va dire, une régularité? Parce que si on prend... attendez, je vais tourner la caméra 2 secondes. Ok. Non, parce que là, concrètement, si tu regardes en fait l'épaisseur de chaque sillon, enfin de chaque rainure, c'est quelque chose de complètement homogène et régulier. Donc pourquoi ça te fait chier à faire des trucs complètement homogènes et réguliers juste pour retirer de la matière? Ça n'a pas d'intérêt en fait. Si tu veux creuser et vider toute une partie, tu y vas de manière, on va dire, brute. Tu vas avec un burin. Voilà, avec un burin, tu as ça, tu vas de manière brute. Alors pourquoi ça te fait chier vraiment à avoir cette régularité? En plus, je veux dire, c'est 1 cm à peu près. On est sur 1 cm à peu près. C'est complètement régulier. Donc l'outil qu'ils avaient, c'était pas un petit burin pour clac. Ils avaient vraiment quelque chose où ils ont. Ouais, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait autre chose à ce niveau-là. Je sais pas si c'est incroyable. Et c'est pareil sur le plafond, tu te fais pas chier. Colonne, plafond. Par contre, il n'y a pas ça sur les trucs droits, tu vois, sur en haut des colonnes. Ouais. On n'a pas ça. Donc après, c'est des blocs rapportés, mais tu te fais pas chier à faire ça. Clairement. Mais là, on voit, il y a quand même pareil. Là, regarde ici, Mike. Regarde ici, là. Là, on voit, il y a une régularité ici, là. Regarde. En fait, il y a un mouvement, il y a comme une vague de sillons. Ils sont encore pareils, ils sont tous de la même épaisseur quasiment. Je veux dire, je vois pas le souci du détail pour sculpter une colonne. Pourquoi? Il n'y a aucun intérêt à avoir des sillons tous identiques, ou alors pour l'esthétique, mais j'y crois pas trop. Non, j'y crois pas. Le but c'est de faire des colonnes, hein. C'est pas de faire des colonnes belles avec des sillons qui se suivent. Donc là on a une vague de sillons en fait qui fait ça en fait. On a une vague qui tourne vers le bas. C'est comme si il y a un truc qui venait. Ah, j'ai pas d'exemple, tu fais ça avec le bois, mais tu fais pas ça avec Là on les voit bien là ici là. Tout est parallèle. Le burin, non, pour moi c'est pas pour moi l'histoire du burin. C'est trop régulier, c'est trop parfait en fait. C'est trop parfait. Ouais. Pour y vider, tu es vide, on va dire t'es vide, mais tu te fais pas chier à faire des sillons pour y vider aussi parfait, quoi. Ça rappelle ce qu'on voit dans les barres à barquettes au sol. Les gouttières, pareil, on dirait qu'il y a une sorte de machine qui est passée, qui a été retirée la couche de roche, de granit, mais tout est régulier. Donc là, c'est le même cas de figure. Mystère. Donc on a retrouvé officiellement des outils à Petra, hein, il n'y a aucun souci. D'ailleurs la majorité des outils qu'on a retrouvés ont été retrouvés dans la base et les fondations d'un étage en dessous du temple de Quesnay, puisque ce temple de Quesnay, on a découvert un premier étage. Ce que vous voyez en fait au premier niveau, ce n'est que le 2e niveau. En fait il y a un premier niveau en dessous, comme vous pouvez voir sur les images, qui a été découvert après les attentats du 11 septembre, puisque après les attentats du 11 septembre, plus personne ne voulait voyager en Jordanie, le tourisme c'était mort. D'ailleurs les ressortissants des pays étrangers qui étaient en Jordanie ont été rappelés pour quitter la Jordanie, parce qu'on pensait que la Jordanie était liée à tous ces attentats, on se disait probablement que sûrement il y avait des terroristes qui se cachaient en Jordanie, etc. Bon bref, la Jordanie a souffert de ce manque de touristes et pendant qu'il n'y avait personne, eh bien, les archéologues, les historiens, etc. ont décidé de mener des fouilles à Petra et c'est là qu'ils ont découvert un niveau en dessous le premier niveau et ce niveau serait l'entrée officielle de Petra. Donc vous voyez qu'il y a quand même une couche de sable, il y a à peu près 4 mètres de terre qui recouvre l'entrée officielle de Petra. Ça vous laisse une idée, ça vous donne une idée finalement de ce qui a pu se passer ici, puisque le temple est complètement enseveli, la moitié, une bonne partie, du moins un tiers de ce temple est enseveli, comme d'ailleurs la plupart des temples et des autres édifices de ce site. Bien que les Nabatéens disposaient des outils nécessaires à l'édification de leur temple, les questions demeurent sur ces sillons et sur la nature des outils utilisés. Si bien entendu, ce sont les Nabatéens à l'origine des quelques temples dans lesquels nous avons mis en lumière ces sillons. Nous avons eu la confirmation que certains temples de Petra avaient bien fait l'objet de travaux de rénovation. On arrive d'ailleurs à identifier les enduits sur certaines structures, comme c'est le cas sur ces colonnes du temple de Quesnay. C'est clairement visible. Mais nous avons là un travail de rénovation qui contraste avec nos fameux sillons. Alors, pourrait-il être récent? Est-ce que nous aurions affaire là à des finitions post-rénovation?
Afin d'avoir un avis objectif, j'ai sollicité quelques amis spécialisés dans la rénovation et la construction. Parmi eux, André, notre ami tailleur de pierre, que vous aviez eu l'occasion de découvrir dans la seconde vidéo dédiée aux grottes de Barabar, nous livre un constat très intéressant. Alors, si tu veux, nous, on a des outils qui font des sillons. Par exemple, dans les carrières de pierre tendre, comme les Baux de Provence, par exemple, les gens qui vont là-bas, ils peuvent voir les traces des outils, mais ça ne fait pas ce genre de sillon. Tu vois, on voit des espèces de coups d'outils comme ça, en arc de cercle, mais on n'a pas des lignes droites comme ça. Quand on taille la pierre, c'est vrai que de temps en temps, pour avoir une surface plane, c'est plus facile de faire des lignes pour après les casser dans l'autre sens pour pouvoir avoir une planimétrie régulière. Mais ça ne sert à rien que toutes les lignes elles soient à 1 cm ou 2 cm de large, toutes pareilles de la même façon. Donc, c'est toujours le même problème qu'on a avec ce genre de monument, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec de la précision à un endroit où il n'y a pas besoin. Je veux dire, un chantier, c'est un chantier, tu vois, que ce soit maintenant, il y a 2000 ans ou dans 300 ans, un chantier, ça sera toujours un chantier. C'est-à-dire qu'on demande à des ouvriers de faire un travail, mais si le gars, il passe des heures à faire un truc inutile, je pense qu'il va se prendre une petite réprimande. Donc, c'est une précision pour moi qui ne sert à rien. On peut avoir des parties très plates, très planes, sans être obligé de tirer des lignes comme ça. L'autre problème, c'est que la pierre qui est à Petra, là-bas, c'est du grès. Donc, le grès, c'est pas très, très dur. Par contre, c'est très abrasif. Il y a de la silice dedans, ça te bouffe les outils, vitesse de granulé, toujours le même problème. Si ils ont fait ça, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. Tu vois, si tu prends une disqueuse, que tu coupes une pierre à la disqueuse, le résultat de la coupe de la disqueuse, ça va être quelque chose de très lisse. Voilà. Là, si tu n'as pas le choix, si tu utilises une disqueuse, c'est comme ça. C'est le résultat de ton outil. Là, s'il y a une telle régularité, c'est que d'après moi, j'utilisais un outil qui fait ça. Moi, je ne connais pas un outil qui fasse ça. Moi, je n'ai pas un outil, ou alors il faudrait une règle, tu vois, pour que ça soit vraiment rectiligne, poser une règle, poser une disqueuse, par exemple, sur la règle pour pouvoir faire des lignes partout, à chaque fois, de la même façon. Après, il y a des grosses machines dans les marbreries où on utilise des châssis multilames qui font des découpes comme ça, très, très régulières, quoi. Mais des outils à main qui font ce genre de sillon, moi, je ne connais pas. Je ne vois pas pourquoi. Je ne comprends pas la régularité. Voilà, c'est ça le truc. Maintenant, il y a plein de méthodes de taille. Des tailleurs de pierre, il y en a plein qui utilisent des méthodes différentes. Donc moi, je ne ferai pas ça, mais bon, apparemment, ça pourrait peut-être être une méthode de taille avec des outils à main. Mais c'est toujours pareil. On a une régularité qui est phénoménale. On a des écarts entre les sillons qui sont apparemment tous identiques. Et je ne vois pas quel outil pourrait faire ça. Alors, on utilise des outils, tu vois, des outils à dents. Ça, c'est un taillant grain d'orge, tu vois. C'est des outils avec des grosses dents. Mais ça ne fait pas ça. Tu vois, ça fait plutôt des hachures, tu vois, ou des picots. Mais on n'a pas ce genre de sillon. Moi, je ne connais pas d'outils qui puissent faire aussi régulier, aussi longtemps. On dirait une griffe, des griffes comme ça, qui soient toutes à la même dimension et qui arrachent comme ça la pierre. Voilà. Ça pourrait. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Les images que j'ai vues, c'est à ça que ça me fait penser. Je ne vois pas une machine qui aurait des griffes comme ça. Et, tu vois, après, on pourrait la mettre la première griffe dans le dernier sillon et que le dernier sillon serve de guide au reste, tu vois, pour à chaque fois le répéter, répéter, répéter. Mais moi, je ne connais pas de machine qui arrache comme ça la pierre. Mais c'est toujours pareil, tu n'as aucun intérêt à avoir autant de précision quand tu sais qu'après, tu vas le cacher avec un enduit. T'imagines la perte de temps que ça représente, c'est énorme. La perte de temps est phénoménale. Il faut. Alors, moi, j'imagine comment il a fait le gars. Il a pris une règle, il a tracé son trait,
il a tapé avec un ciseau, avec une pointe, tac, 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 jusqu'en bas, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Après, il déplace sa règle, toujours du même espace, il trace son trait, il recommence. Mais c'est une perte de temps phénoménale. Alors, il faudrait penser que ces sillons, c'était quelque chose d'esthétique. C'est-à-dire que, en fait, le sillon, c'est la finition du travail. Ça pourrait être différent. Ça pourrait expliquer que le gars, il a passé du temps, qu'il s'est appliqué, voilà. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait être différent. Mais esthétiquement parlant, c'est pas super canon. Si, soit c'est un travail qui a été fait pour mettre la pierre à plat. Dans ce cas-là, bon, on comprend. Soit ils ont aplati la pierre et ils ont fait les sillons après. Moi, ça me parle pas. Je veux dire, moi, j'ai pas d'idée, d'outils utilisés pour faire ce genre de travail. Voilà. Surtout si ça se répercute aussi sur les murs, dans le même alignement, quoi. Mais dans ce cas-là, ça serait, oui, peut-être une finition esthétique pour avoir une espèce de finition. Mais ça ne correspond pas avec la façade. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne vois pas. Je réfléchis, hein, mais je ne vois pas d'exemple où on voit ce genre de travail. À la lumière du constat d'André, eh bien, nous avons toujours plus de questions que de réponses. Peut-être en apprendrons-nous davantage lors de notre dernier passage à Petra en septembre prochain. En attendant, on poursuit notre découverte des lieux, et là encore, eh bien, des détails ne manquent pas d'attiser notre curiosité. Notamment avec cette cavité en forme de croix andine, la chacana, un symbole fort de l'Amérique précolombienne et étonnamment présente dans la culture de l'empire d'Hoysala en Inde. Cette chacana se décline en centaines d'exemplaires dans le temple de Hoysalasaswara dédié à Shiva. Contrairement à toutes les autres cultures en Inde, eh bien celle de Hoysala se démarque particulièrement par la technicité et les ciselures de ses colonnes. Elles sont sculptées dans de la stéatite, une roche appelée également pierre à savon, qui possède des propriétés métamorphiques. Alors c'est une roche qui est très tendre et en même temps assez résistante. Le résultat que nous contemplons ici est d'une précision et d'une beauté inégalée au sein des différentes cultures qui se sont succédées en Inde, et là on ne peut être qu'admiratif face au souci du détail de ces anciens bâtisseurs. Mais revenons à notre chacana de Petra. Les archéologues affirment qu'il s'agissait là d'un baptistère chrétien. On se demande, là encore, quels sont les éléments qui leur permettent d'être aussi affirmatifs. Lorsque l'on sait que les cultures andines et celles du Proche-Orient n'étaient pas censées avoir été en contact ni en lien les unes avec les autres, on se doute que l'histoire trébuche une nouvelle fois et que les pièces du puzzle, eh bien, manquent à l'appel. Voilà les friends, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie, vous aussi, de venir un jour à Petra. Et puis je vous retrouve pour une autre vidéo. N'oubliez pas qu'en septembre 2022, je retourne en Jordanie. Donc si vous voulez m'accompagner et voir cette merveille de vos propres yeux, eh bien vous êtes les bienvenus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.